Bonjour. Voilà, je remercie la filière de m'avoir invité à communiquer sur le thème de la transition, sur lequel je travaille en tant que chercheur à l'université Sorbonne Paris Nord au laboratoire éducation et pratique de santé, et qui m'a amené à proposer ce modèle théorique d'éducation thérapeutique au changement de rôle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, cela a sans doute été rappelé, la transition est un processus complexe et multifactoriel qui nécessite un dispositif global pour agir dessus et qui comprend donc une série d'interventions spécifiques par domaine, donc au domaine plutôt macro, méso et micro. Dans le cadre de cette présentation et de mon travail, je me suis vraiment intéressé au domaine micro, c'est-à-dire au domaine individuel, comprendre notamment comment on peut favoriser l'autonomie du jeune pendant cette période. L'angle choisi, du coup, pour étudier cette période, c'est de considérer la transition comme une période d'apprentissage. En effet, les jeunes, définis entre 10 et 24 ans, qui vivent avec la mucoviscidose, euh, vivent une série de changements pendant cette période. Ils deviennent davantage autonomes dans la gestion de la maladie et des traitements. On peut donc considérer qu'ils apprennent à adapter la thérapeutique, à gérer les soins, à interpréter, comprendre les bilans de santé. Ils se développent sur le plan cognitif, physique, psychique et social. On peut considérer qu'ils apprennent à se connaître, à penser avec davantage de capacités intellectuelles, à formuler des projets, etc. Et c'est une période aussi où ils quittent la pédiatrie pour rejoindre les soins adultes et donc ils apprennent à utiliser ce nouveau service de soins. Et donc, on considère vraiment, dans le cadre de mon travail, je considère vraiment que les jeunes sont à une période où ils construisent des nouvelles connaissances durant cette période de transition. Alors, pour aider les jeunes dans leurs apprentissages à construire ces nouvelles connaissances pendant cette période, on sait que les interventions dites éducatives sont recommandées. Donc, il y a une publication très importante en 2011 à une revue systématique de la littérature qui a montré que lorsque les interventions, les dispositifs de transition contenaient des interventions éducatives, ben, la transition se passait mieux. Il y avait des meilleurs scores cliniques, des meilleurs scores de satisfaction, de bien-être, etc. Alors, ces interventions éducatives ne sont évidemment pas standardisées, elles sont d'ordre de multiples. Il y en a de plusieurs types. Il y a des soutiens dits informationnels passifs, donc là qui s'effectuent par la mise à disposition de documentation écrite ou audiovisuelle sur le processus de transition. Donc c'est par exemple faire des brochures ou des sites internet, un dossier de transition. Il y a le soutien informationnel dit actif, et là qui est fourni par un ou des professionnels de la santé, et qui ressemble un peu plus à ce qu'on connaît en France sous le qualificatif d'éducation thérapeutique du patient, où donc des professionnels délivrent des interventions éducatives aux patients. Et il y a aussi le soutien mixte qui comprend à la fois des ressources écrites, numériques et des contacts avec les professionnels. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas de véritable consensus sur un modèle d'éducation thérapeutique au cours de la transition. Donc là, il y a un auteur canadien qui a essayé un peu qui a référencé les différents types d'interventions en fonction du moment où elles intervenaient. Donc vous voyez en bas, avant le transfert, plutôt pendant le transfert ou après le transfert, et selon comment est donné le soutien. Donc vous voyez, il y a des types de soutien un peu éducatifs qui sont par les pairs. Donc au Canada, on a beaucoup ce type d'intervention. Par exemple, un patient accompagnateur qui accompagne le jeune pendant la transition, qui l'aide à naviguer, à comprendre le nouveau service. Il y a des groupes de soutien par les pairs, des programmes d'éducation thérapeutique, des cliniques de la transition, etc. Donc c'est vraiment protéiforme. Il y a différents types d'interventions éducatives qui peuvent exister, qui ont fait leur preuve, c'est-à-dire qu'il y a généralement des évaluations positives plutôt pour cette type de transition, mais il n'y a pas un consensus sur un modèle de transition spécifique à la transition, un modèle d'éducation spécifique à la transition. Et la question, une des questions clés, finalement, c'est quelles compétences viser dans un programme d'éducation thérapeutique ou lors d'interventions éducatives pour aider le jeune à vivre une transition favorable. Donc, le TP doit permettre, on sait, c'est la définition, à la personne d'acquérir les compétences qui l'aident à vivre de manière optimale avec sa vie et avec la maladie. Mais actuellement, la littérature n'a pas défini quelles sont ces compétences qui permettent de vivre une transition favorable au projet de vie et au projet de santé. Alors pour être tout à fait complet, il y a des auteurs,
une équipe allemande, notamment, qui a beaucoup travaillé sur cette question des compétences de la transition, qui a formulé un programme dit d'éducation à la transition, mais générique, c'est-à-dire qui pourrait s'appliquer à toutes les pathologies chroniques. Et donc là, on voit, il y a le détail, en 8 modules, il propose aux jeunes d'être éduqués, de développer des compétences pour vivre une transition favorable, donc qui va de la compréhension du système adulte à des éléments plus globaux sur l'éducation et l'emploi, la vie sociale, etc. Mais c'est un programme d'éducation thérapeutique qui est donné sur 2 jours, avant la transition. Et pour moi, c'est plutôt une éducation au transfert, vraiment, c'est-à-dire au passage en soins adultes, mais pas à la transition, où, de nouveau, ça a sans doute été vu, mais voilà, c'est un processus qui commence tôt, qui se poursuit en soins adultes, et ce développement de compétences ne peut raisonnablement, d'un point de vue pédagogique, se faire sur 2 jours, mais doit sans doute comprendre des interventions sur plusieurs mois, voire années même, pour être efficace. Et donc, la question qui n'a pas encore été tranchée dans la recherche, c'est celle des objectifs à viser pour une éducation thérapeutique spécifique à la transition. Finalement, qu'est-ce qu'on veut apprendre à des jeunes qui vont passer en soins adultes, qui sont en phase de transition, qui sont en train de changer, et comment ça peut compléter les programmes d'éducation thérapeutique existants ou s'intégrer dans ces programmes d'éducation thérapeutique existants. Finalement, une éducation pour la transition, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que le jeune apprenne à utiliser simplement le système de soins adultes? Est-ce qu'on veut qu'il y ait un maintien de suivi pour éviter les ruptures qui sont un phénomène fréquent lors de la transition? Est-ce qu'on veut lui apprendre à être autonome? Et je mets observant entre parenthèses parce qu'on voit que beaucoup de programmes dits pour l'autonomie, en fait, sont des programmes essentiellement visant l'observance du patient et des programmes très comportementaux. Est-ce qu'on veut leur apprendre à se détacher des parents, à gérer des nouveaux éléments de la vie quotidienne, la fac, le travail, le logement, le couple, à se développer sur le plan humain? Voilà, il y a plein d'angles par lesquels on pourrait élaborer ces interventions éducatives, et c'est une question qu'on n'a pas encore tranchée. Et de la réponse à cette question ou à ces questions vont dépendre les contenus de l'éducation thérapeutique, les méthodes et les modes d'organisation. Donc c'est pour répondre à cette question que j'ai mené un travail de recherche où j'ai étudié la transition, je dirais, depuis 3 points de vue, si je puis dire. Celui de la recherche, celui des jeunes, où j'ai interrogé divers jeunes de manière qualitative. Donc j'ai mené des entretiens prolongés avec eux, des adolescents et des jeunes adultes, pour comprendre leur expérience de la transition et puis avoir le point de vue des soignants, des parents. Et là, c'est ce que je vais vous présenter par la suite, c'est vraiment la synthèse, le résumé de ces 3 recherches. Donc tout d'abord, dans la littérature, comment est présentée la transition et surtout quels sont les besoins éducatifs qu'on relève dans la littérature. Tout d'abord, on voit que l'analyse de la littérature permet d'identifier que les jeunes auraient des besoins de connaissances sur les déroulements de la transition, de compétences d'autogestion de la maladie et du traitement, comme ça se fait en général dans les programmes d'éducation thérapeutique, de compétences de santé en général, de développer le sentiment d'auto-efficacité pour se sentir, on va dire, confiant, pour devenir un peu plus autonome et prendre en charge la responsabilité des soins, je veux dire seul, en tout cas avec une aide un peu moins appuyée des parents, et la nécessité de développer la confiance envers les soins adultes, des soins qui ne sont pas connus. Donc ça, c'est ce que l'on sait, c'est ce que des programmes de transition devraient aborder. Et quand on analyse de manière un peu plus critique les articles et la littérature sur les besoins éducatifs lors de la transition, on se rend compte que les articles sont majoritairement centrés sur l'organisation des soins ou abordent les besoins du jeune presque exclusivement au travers des auto-soins. En fait, on a très peu d'informations sur l'expérience vécue des jeunes. Il n'y a pas beaucoup de perspectives développementales. Quelle est l'expérience psychosociale des jeunes au cours de ces périodes? En tout cas, ça a été longtemps le cas. Les toutes dernières publications abordent davantage cet aspect, mais longtemps, ça a été le cas dans les études sur la transition et notamment les besoins éducatifs au cours de la transition. Et on se rend compte que longtemps, les échantillons étant composés plutôt d'experts ou de parents, et les jeunes eux-mêmes étaient peu interrogés. De nouveau, c'est de moins en moins le cas, et avec des études quantitatives privilégiées. Donc,
suite à l'analyse de la littérature, vraiment, il y a la nécessité a été constatée d'étudier la transition pédiatrie-soins adultes par une approche un peu plus développementale, pour comprendre comment le jeune se construit et apprend justement pendant cette période. Et donc, pour aborder ce point de vue, j'ai fait un pas de côté plus sur les recherches en psychologie du développement pour comprendre un peu quel est le développement plus spécifique des jeunes qui vivent avec une maladie chronique ou notamment la mucoviscidose, et comprendre quel est ce développement des jeunes. Donc on sait, pour tous les adolescents, que cette période du passage vers l'âge adulte est une période, pour le dire simplement, de construction identitaire. C'est une des phases, on va dire, de développement majeur des jeunes pendant cette période, c'est de construire leur identité, de ce qu'on appelle notamment le concept de soi, c'est-à-dire la manière dont un jeune se définit et accorde une valeur à ce qu'il est, plutôt positive ou plutôt négative. Donc là, il y a une étude intéressante que je vous montre, dont je vous montre le schéma au tableau, qui a comparé le niveau de concept de soi de jeunes qui vivent avec maladie chronique, donc diverses maladies chroniques, et des jeunes qui vivent sans maladie chronique. Donc, c'est effectué vraiment sur un échantillon très large de milliers de jeunes. Donc, on se rend compte que le concept de soi, à l'adolescence, a tendance à diminuer. Voilà, on se pose des questions sur soi, etc. L'estime baisse un petit peu, mais remonte en général vers l'âge adulte chez les adolescents qui n'ont pas de maladie chronique. Tandis que on constate un effet important chez les jeunes qui vivent avec une maladie chronique, ce concept de soi a tendance à continuer à diminuer. Alors comment on se l'explique? Des auteurs parlent notamment d'une théorie dite de la centralité de la maladie, qui pourrait permettre d'expliquer cet effet. La centralité de la maladie explique comment un jeune peut se laisser envahir par la maladie dans la définition de soi-même. Et donc la centralité de la maladie, c'est quand un jeune se définit presque exclusivement en termes de malade et ne s'autorise plus à explorer d'autres rôles dans son quotidien. Donc c'est ce que le schéma montre, c'est qu'il y a deux risques, soit de se laisser complètement envahir par la maladie, créant une lassitude du traitement, une lassitude du soin, pouvant amener à des comportements soit de rupture, soit de non-adhésion, soit comme mécanisme de défense à complètement rejeter la maladie de son identité, donc s'engager dans des comportements à risque, etc., pour se prouver qu'on est comme tous les adolescents, et donc connaître potentiellement des complications. Et actuellement, on a très peu d'informations pour savoir comment les jeunes apprennent à intégrer justement cette maladie dans leur concept de soi, alors que c'est un élément visiblement fondamental au moment de la transition et qui explique pas mal de complications, de comportements de non-adhésion, etc., qui font partie des problématiques principales lors de la transition. Et donc, un des premiers points du modèle de transition, d'éducation thérapeutique à la transition que je propose, c'est vraiment de considérer l'éducation thérapeutique comme une démarche d'apprentissage sur soi-même. Acquérir des nouvelles connaissances, ce n'est jamais neutre. C'est également acquérir des nouveaux savoirs sur soi-même. Devenir capable de gérer sa maladie, ce n'est pas juste être capable de gérer sa maladie en termes de savoir-faire, mais c'est aussi devenir quelqu'un qui est capable de gérer sa maladie et donc devenir quelqu'un d'autre. Et là, il y a un véritable effort en tant que soignant-éducateur, avoir une vigilance à ce que l'éducation thérapeutique ne se transforme pas en un dispositif d'assignation à un rôle non désiré par le jeune. Je prends pour exemple une étude qui a été réalisée à Marseille, où on s'est rendu compte que certains jeunes, pas tous, mais certains, voyaient leur sentiment d'auto-efficacité diminuer après la participation à un programme d'éducation thérapeutique. Ils ont interrogé ces jeunes en essayant de comprendre pourquoi, après ce programme d'éducation thérapeutique, leur sentiment d'auto-efficacité diminuait. Ils se sont rendus compte, en faisant des entretiens, que ces jeunes avaient une représentation très négative de l'autogestion des soins. Ils assimilaient ça à une image d'adulte un peu ennuyeux, contraire à leur représentation du jeune tourné vers l'hédonisme. Et donc l'éducation thérapeutique a été perçue par ces jeunes comme un processus, un dispositif d'apprentissage, être un adulte non désiré. Et donc ça a eu un contre-effet total. Ça a été complètement contre-productif parce que c'était une ETP trop dirigée sans doute vers les autosoins, alors que les jeunes eux-mêmes avaient vraiment d'autres attentes, d'autres besoins pendant cette période. Et donc, les entretiens que j'ai menés avec des adolescents ont vraiment montré
qu'il y avait possibilité de développer des compétences d'apprentissage à devenir soi-même et avoir un nouveau rôle en tant que personne pendant cette transition. Donc, notamment à la possibilité de travailler et développer des compétences sur la peur de la catégorisation, donc à travers des savoirs sur soi-même, des savoirs sur l'identité, c'est quoi être soi, c'est quoi devenir soi-même, comment les autres nous perçoivent, quels sont les mécanismes derrière ça. Une nouvelle attitude par rapport à la maladie. Là, je vous mets le verbatim d'une jeune qui m'a dit quand j'étais petite, je ne pensais pas à ma maladie, mais maintenant que je suis plus grande, je pense au fait que cette maladie va vraiment me gâcher la vie, car je sais que j'aurai toujours des problèmes, que je ne pourrai pas être comme tout le monde. Vous voyez, au moment de l'adolescence, on se crée une nouvelle attitude par rapport à la maladie, qui est plus la même que celle enfant. Et voilà, il y a des savoir-être, des savoir-devenir à travailler qui sont importants pour le jeune, et ce qu'on appelle aussi le sentiment de cohérence, c'est-à-dire être capable de mettre du sens sur ce que l'on a, de comprendre ce que l'on a, pourquoi, le sentiment de justice, etc. C'est des choses dont les jeunes ont vraiment besoin de discuter, de construire des nouveaux savoirs dessus, pour pouvoir devenir aussi capable d'acquérir ensuite d'autres savoirs sur la gestion de la maladie, etc. Un autre rôle dont les jeunes sont très conscients, c'est celui que j'appelle de rôle social attendu, c'est-à-dire de devenir responsable de sa santé. Donc les jeunes ont vraiment conscience qu'à partir de 18 ans, ils deviennent responsables d'eux-mêmes, etc. Et la première source d'apprentissage identifiée par les jeunes, c'est bien les parents. Ils se rendent compte que c'est eux qui font du transfert de compétences principalement. Et donc pour ce transfert de compétences-là, il y a vraiment nécessité d'intégrer les parents au processus éducatif, qui eux-mêmes sont, quand on fait des focus group avec eux, sont en demande de construire un nouveau rôle au cours de cette période. On sait qu'on les met, ils ont une tendance à être mis à l'écart de manière implicite ou explicite, d'ailleurs, lors de cette période parce que le jeune devient grand. Au contraire, peut-être qu'il y a un moment où il faudrait les intégrer et formaliser avec eux leur rôle, comment ils interviennent dans ce transfert de compétences pour pouvoir aider le jeune à mieux gérer ses autosoins. Et évidemment, la transition, c'est aussi un nouveau service adulte à découvrir, qui n'est pas nécessairement une source d'angoisse pour le jeune avant la transition. Les jeunes, les adolescents, voilà, ont conscience, j'allais dire presque sont programmés pour connaître des changements pendant cette période de leur vie, donc c'est pas nécessairement une source d'angoisse. Mais par contre, il y a une véritable difficulté à se projeter dans un nouveau service qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas de représentation particulière, et donc difficulté à anticiper des besoins. C'est souvent une fois qu'ils découvrent le service de soins adultes qui disent voilà, c'est en découvrant le service de soins adultes que j'ai découvert aussi quelles étaient les difficultés, les besoins, et que je découvre que j'aurais aimé être préparé. Donc il y a vraiment un travail, une éducation à la projection, à l'anticipation des besoins qui peut être important, et c'est évidemment des nouveaux codes de consultation à appréhender, à maîtriser. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette éducation thérapeutique ou ce modèle d'éducation thérapeutique dit au changement de rôle, c'est-à-dire avec 3 rôles principaux à accompagner, que les jeunes sont en train de construire et dont l'éducation thérapeutique peut être un soutien à l'apprentissage de ces rôles. Donc c'est le rôle social singulier, qui est un rôle social construit par le jeune en fonction de son histoire, de son vécu, de ses rencontres, de ses aspirations, suite à l'exploration de différents rôles au cours de son développement identitaire. Et le rôle social attendu, qui est un rôle social partagé par chaque jeune, qui se réfère à la norme sociale selon laquelle être adulte signifie être responsable de soi-même et donc de sa santé, et le rôle patient, qui est un rôle social spécifique à la fréquentation régulière du système de soins, et où le jeune passe d'une relation de soins adulte-enfant à une relation de soins adulte-adulte. Dans le cadre de ce travail, j'ai formulé différents types de compétences qui, en fonction des âges de la vie, pourraient être atteints, qui sont des compétences un peu génériques qui pourraient convenir pour chaque jeune et qui pourraient être intégrées au programme d'éducation thérapeutique. Donc, je vais aller voir ici en détail. Je vous renvoie à la publication si ça vous intéresse. Et donc, il y aurait 4 types de compétences principaux. C'est à la fois des compétences d'auto-soin et de gestion du mode de vie, qu'on retrouve un peu plus classiquement dans les programmes d'éducation thérapeutique, et des compétences psychosociales et de compréhension d'utilisation du système de soins. Donc, à la fois des compétences d'autonomie un peu fonctionnelle et plus des compétences d'interdépendance à l'environnement, à son soi social, etc.
Des éléments contributifs peuvent permettre de favoriser l'éducation lors de cette période. D'une part, favoriser le double lien pédiatrie soins adultes. Je crois que c'est quelque chose qui est souvent fait dans les équipes, qui est souvent fait dans les équipes de NUCO, c'est-à-dire faire des consultations conjointes pendant une période déterminée, éventuellement faire des consultations de reprise, c'est-à-dire le jeune va d'abord en soins adultes, puis refait une consultation en pédiatrie pour discuter des éléments, et puis enfin revient en adulte. C'est très important de formaliser ce double lien parce que c'est ce qui permet aux jeunes de faire un apprentissage vraiment dit par expérience, c'est-à-dire expérimenter un petit peu le soin adulte, avoir des réponses à ces questions, et puis revenir. On constate que les jeunes, quand c'est pas fait, le font de manière informelle, c'est-à-dire que quand ils passent en soins adultes, pour les questions plus urgentes, plus personnelles, plus intimes, continuent par téléphone, par SMS à contacter le soignant de pédiatrie pour avoir des réponses. Le temps vraiment que que la relation se crée en soins adultes. Donc c'est très important. Et un autre aspect qui peut vraiment favoriser l'apprentissage lors de cette période, c'est favoriser l'apprentissage par les pairs. Les jeunes qui ont participé notamment à des programmes d'éducation thérapeutique, ce qui retiennent de leur apprentissage, c'est surtout le contact avec les autres, les trucs et astuces que les autres leur ont dit, le partage d'expériences, etc. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des programmes qui se développent dans d'autres pathologies, par exemple de pairs aidance ou d'apprentissage par les pairs, d'autres types de soutien par les pairs. Ça peut vraiment favoriser l'apprentissage des jeunes pendant cette période. Et j'en termine ici sur la nécessité d'avoir des parcours adaptés pour les jeunes. Donc ça, c'est un élément très important que nous ont dit à la fois les jeunes et les soignants. On se rend compte que tous les jeunes n'ont pas les mêmes besoins de compétences pendant cette période. C'est assez évident. Et pourtant, aujourd'hui, la tendance est plutôt à créer des parcours de transition standardisés, c'est-à-dire le même parcours pour tous les jeunes. Donc ici, je propose 3 parcours qui pourraient d'ailleurs être modifiés, ajustés, complétés. C'est une proposition selon les typologies de profils que j'ai vus lors de mes études. 3 parcours différents. Un parcours se construire en tant que personne, qui là serait plutôt dédié aux jeunes en rupture, qui ont des difficultés à intégrer la maladie dans leur quotidien, dans leur construction identitaire et dont le besoin prioritaire est de pouvoir se construire comme personne plutôt que comme patient. Un parcours gérer sa maladie au quotidien, adressé aux jeunes pour lesquels le transfert de compétences par les parents n'a pas été initié ou qui sont en demande de mieux gérer la maladie et leur traitement. Et un parcours de maintien du bon suivi pour les jeunes qui n'expriment pas forcément des besoins éducatifs particuliers, qui voilà, gèrent bien leur traitement, sont relativement autonomes, et pour laquelle alors l'éducation thérapeutique peut se limiter à une éducation vraiment à minima sur les soins adultes et leur fonctionnement. Sachant que ces parcours ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire qu'un jeune pourrait commencer dans un parcours pour ensuite aller dans d'autres parcours, ou s'il en exprime le besoin, éventuellement suivre des parcours simultanés. Mais l'important est vraiment de créer la possibilité d'avoir des dispositifs plus singuliers pour les personnes et de ne pas proposer quelque chose de standard qui ne conviendrait pas à tout le monde et qui deviendrait inopérant ou inefficace. Je vous remercie pour votre attention et suis disponible si vous avez des questions.